m'avait frappé lorsque je suis allé rencontrer Viktor Orban il y a quelques jours, ce qui apparaîtra dans la presse bientôt. Il m'a emmené, premier geste symbolique, pour se recueillir devant la couronne de Saint-Étienne. Lorsqu'on va en Pologne, déjà galon, quand on va avec Poutine à Carconnèse, Vladimir, à Tolède, où le Puy du Fou s'implante, on nous parle de Récarède. Il y a un endroit où on ne nous parle de rien, c'est chez nous. Et tout ce qu'on nous propose, c'est d'aller s'incliner devant la couronne de Macron, mais c'est pas possible. Et donc je me dis, ben, quand même, quand on ne sait plus d'où l'on vient, il faut essayer de rebrousser chemin pour savoir où on habite. Et je raconte à Michel, j'ai envie de faire Clovis, je sais pas, et puis il me dit, vous connaissez l'histoire, 27 mai 1653, Louis XIV apprend une nouvelle incroyable. Un terrassier sourd-muet, Adrien Quinquin, dans la petite ville de Tournai, au cœur des Pays-Bas espagnols, a donné un coup de pioche de trop et a crevé un pochon de médailles. En fait, c'était des pièces de monnaie à l'effigie de l'empereur Zénon. Et à partir de cet instant, tout s'enchaîne. Il creuse, il tombe sur une chambre funéraire d'un roi mérovingien. À quoi vaut-on que c'est un roi mérovingien? Il y a des vestiges romains, un paludamentum et une fibule cruciforme, ça c'est romain, mais aussi des vestiges barbares, des vestiges germaniques, une spata, un scramasax, des pieds longues, des pieds courtes, et une framée, qui est un peu le sceptre des rois francs. Donc une double culture du mort, de la dépouille, une culture germanique et une culture romaine. Donc, dignitaire romain, chef de tribu. Et Louis XIV demande au directeur des Antiquités royales, M. Chifflet, de lui dire: est-ce que vous avez pu identifier le mérovingien en question? Et la réponse est oui, parce que nous avons retrouvé un anneau sigillaire. Et sur l'anneau sigillaire, sur le sceau, il y a une figure, il y a un visage, et les lettres Childerici Regis, le roi Childeric. Louis XIV, qui reçoit la délégation des plénipotentiaires, comprend tout de suite de qui il s'agit, évidemment, puisqu'il connaît par cœur Marcomir, Pharamond, Francion, etc. À l'époque, les chefs d'État étaient cultivés, les rois de France. Donc, et il pense évidemment au petit Clovis qui assiste à l'enterrement. L'enterrement de Childéric, sépulture royale, respecte la pompe germanique, thuringienne, puisque la femme de Childéric est thuringienne, Basine. Donc c'est très particulier. Il y a les tentes qui sont alignées, devant lesquelles se trouvent les antrustions qui attendent d'être passées en revue par le jeune Clovis. Ils ont plutôt l'air de bêtes féroces, parés de dépouilles d'aurochs, de veaux marins, de sangliers. Et puis, Clovis assiste à un rituel très particulier. Les étalons de l'écurie royale
se mettent au pas de cérémonie. La crinière est tressée. Les morts, les reines, les selles sont incrustés de pierreries. Ils sont prêts pour la cavalcade rituelle. Les hennissements et les frissonnements les préparent au sacrifice, parce que dans la tradition mérovingienne, la monture est la monture du mort. La monture monte avec lui dans l'au-delà, dans le Valhalla. Elle va l'accompagner pour la chevauchée suprême, la chevauchée posthume, puisque le mort, le guerrier, continuera à guerroyer, à festoyer avec Wotan et les Valkyries sur leur nuage de soufre. Ainsi s'établit la croyance du père de Clovis, croyance que Clovis se verra inculquer pendant toute sa jeunesse, même s'il est entouré d'un magistère élotéros qui est romain. Donc le petit Clovis est devant ce spectacle terrible, parce qu'à un moment donné, les 30 chevaux subissent la décollation, parce que le sang est symbole de prospérité. Et d'ailleurs, dans la tombe, en 1653, on va retrouver les squelettes. Clovis sait, comprend dans le regard de sa mère, que demain c'est à lui de régner, de devenir le Rex Francorum, puisqu'il va être hissé sur le pavois, avec un double protocole. Le premier protocole est un protocole barbare, germanique. Il monte sur le bouclier, qui est une sorte de disque solaire, déjà le roi soleil, au milieu de la foule pour les acclamations, puis il reçoit sa framée et il devient le Rex Francorum, le roi des Francs, un chef de tribu en fait. Et ensuite le protocole romain, il reçoit le diplôme de l'empereur de Constantinople. Et donc il devient un chef de tribu associé à Rome, et donc il est délégué par Rome pour l'administration de la Belgique seconde. Donc le chef prend une double nature, Rex Francorum et rector provincial, recteur de la province. Clovis a peur, Clovis tremble, et parfois il pleure. Il pleure son père, il pleure parce qu'il voit pleurer sa mère et ses sœurs, Alboclède, Aldoflède, et surtout la petite Lantéguilde, qui a le chef inondé de blondeur, des pommettes blanches, et qui part chaque matin avec une corne d'or pour recueillir des gouttes d'hydromel à l'ombre de l'hydragile, qui est un arbre qui défie les saisons, l'arbre sacré des Francs. Clovis va régner, il a 15 ans. 15 ans pour nous, c'est un enfant, 15 ans chez les Francs, c'est un adulte, puisque la majorité est à 12 ans. Il a appris à dominer sa peur, il a participé à toutes les escarmouches avec son père, il l'a suivi à la chasse, la guerre du temps de paix, disait son père. Il va régner. Il a déjà de la maturité, mais surtout il a une chance inouïe, c'est qu'il reçoit une lettre dès le soir de la cérémonie de la framée, il reçoit une lettre de l'archevêque de Reims, dont le mandat s'étend sur 12 diocèses. L'archevêque de Reims, qu'on appelle Rémy, qui s'appelle Remy, qui a été nommé évêque à 22 ans, et qui accueille Clovis à Reims, et qui lui dit: voilà, je vais vous donner quelques conseils, je reporte sur vous l'affection que j'avais pour votre père, qui était un païen, comme vous, mais avec qui on s'entendait bien.
Aujourd'hui, on dirait il était tolérant. Et il dit à Clovis, vous êtes jeune, moi j'étais très jeune, j'avais 22 ans, vous avez 15 ans. Prenez du temps, même si vos hommes ont des fourmis dans la framée, prenez votre temps. La situation est très grave, et pour nous et pour vous. Alors pour nous, elle est très grave puisqu'il n'y a plus d'empire. Depuis 5 ans, Romulus Augustule, l'empereur d'Occident, a été destitué par le skyre Odoacre, qui a renvoyé les insignes impériaux à Constantinople. Donc il n'y a plus d'empire, il n'y a plus d'empereur. La nature a horreur du vide. Tout autour de vous, il n'y a que des convoitises familiales, tous les cousins, les Francaliens, les autres Francaliens, les Francs rituaires du Rhin, et puis surtout les barbares, le barbaricum, avec les Alamans qui sont des païens, mais qui sont des païens migrants, ce qui est souvent le cas, et ils bougent tout le temps. Dranknarosten, on connaît la musique, les Allemands, voilà. Donc ils peuvent fondre sur vous et ils sont beaucoup plus forts que vous. Ils sont des guerriers dans l'âme. Ensuite, il y a les Burgondes, en Sapodia, le Rhône, la Saône, jusqu'à la Provence, la Suisse actuelle. Eux, ils ont un roi qui s'appelle Gondebaud. En ce moment, il est très occupé, donc il faut en profiter, ça nous laisse un peu de répit. Il est très occupé parce qu'il a 4 frères, il est en train de les tuer les uns après les autres, il en est au 3e. Ensuite, il y a Théodoric. Alors lui, c'est du lourd. Il se fait appeler Théodoricus. Il se prend pour l'empereur de Rome. Il est à Ravenne et il est brutal, très intelligent, et brutal puisque Odoacre, dont on parlait, ben justement, il l'a assassiné il y a 2 jours. Et il l'a coupé en 4 morceaux avec son épée. Ensuite, il a levé son épée dégoulinante en criant « Cet homme, et tout est mou en cet homme, il n'a pas d'os. » Vous voyez la finesse. Et enfin, évidemment, le plus dangereux, Alaric, le roi des Visigoths. Il a l'appétit, il a la puissance et il a l'étendue puisque c'est l'Aquitaine au sud de la Loire et l'Espagne. Alors Clovis dit à Rémi, ben, si je comprends bien, j'ai aucune chance de m'en sortir. Entre les convoitises des Saliens, des Ripuaires, tout autour de moi. Ah, vous avez oublié Syagrius, le Rex Romanorum, qui est à Soissons, votre voisin immédiat. Lui, c'est un Romain, il est Rex Romanorum, mais en réalité, il n'y a plus d'empire, donc il est en suspens. Mais il ne reste qu'une chose, c'est de récupérer le petit royaume de Tournai. Et à ce moment-là, Clovis dit, alors que faire? Et Rémi lui dit, on a pensé, nous les évêques, à quelque chose qui va vous surprendre. Tous les barbares, ils sont ariens, donc ils sont chrétiens, mais hérétiques. Ils ont suivi Arius qui ne croit pas à la Trinité. Pour nous, c'est embêtant. À l'époque, c'était embêtant. Aujourd'hui, ce serait le dialogue. Et donc, on préfère, tant qu'à faire, un païen comme vous, adepte de vos temps, mais de bonne foi et de bonne volonté. Et je vais vous confier un secret. Aujourd'hui, il n'y a plus de défenseur civitatis. Le défenseur civitatis, c'est l'évêque. Si vous appuyez sur les maisons vitrées, ils vous aideront. Il fait bon vivre sous la crosse, dit-on, à l'époque. Et donc, aidez les évêques, ils vous aideront. Je leur passe le message. Imaginez la force d'âme d'un archevêque qui dit à ses évêques, vous allez aider le païen plutôt que les ariens. Il a sans doute une idée derrière la tête, l'évêque. Mais pour l'instant, on ne sait pas.
Donc, l'épopée commence, Clovis revient et dit à ses hommes, ça fait 5 ans que vous patientez, vous inquiétez pas, on va d'abord éliminer Syagrius, direction Soissons. Les Francs de Clovis ont 2 supériorités sur ce qui reste des Romains de Syagrius. Une supériorité stratégique, c'est la disposition en groin de sanglier, c'est-à-dire qu'ils avancent en triangle, et c'est la pointe du triangle qui enfonce, qui fouille en quelque sorte, qui enfonce la ligne adverse. Et 2 supériorités tactiques, les haches d'armes, qui ont une précision à 200 mètres absolument phénoménale, la hache de G, et qui arrive sur votre front et qui le partage en 2 de manière égalitaire, au milieu des 2 lobes. Donc, et puis la deuxième arme tactique, c'est ce qu'on appelle l'angon, c'est un épieu qui se termine par une barbelure en forme de crochet et qui fait de l'excellent travail parce que quand elle arrive sur vous, le crochet s'enfonce profondément et fabrique des plaies généreuses. Et plus vous bougez pour vous débarrasser de l'angon, plus la plaie s'ouvre. Donc c'est hyper rentable. Les choses se passent comme prévu. Syagrius est liquidé. D'ailleurs, un signe des temps et un aveu, on le retrouve à Toulouse chez les Visigoths. C'est donc que Rémi avait raison. Il y a une alliance de tous ces gens, toutes les strates là, ils s'entendent pour éliminer Clovis. Une fois qu'il a battu Syagrius, il va s'attaquer à Paris, enfin Lutèce à l'époque. Il va faire le siège de Lutèce comme son père l'a fait. Finalement, il va s'entendre avec Geneviève, qui va lui dire votre père avait de l'étoffe, vous n'avez pas, vous êtes jeune. Moi, au moins, il me respectait, etc. Et il lui dit alors, je suis qui pour vous? Il dit vous n'êtes pas à rien, vous n'êtes à rien. Voilà. Et à partir de cet instant, elle va devenir quand même une amie de Clovis, parce qu'elle va comprendre qu'il a de la bonne volonté, de la bonne foi, mais qu'il faut le laisser tranquille avec votre temps, c'est tout. Voilà. Et puis, à ce moment-là, Rémi et Avitus, l'évêque de Vienne, se disent c'est peut-être le moment d'opérer, puisque Théodoric, lui, il opère. Théodoric, il dit faites pas la guerre, faites l'amour. Il marie tout le monde. Il marie Théodogote, sa fille, avec le roi Alaric, le roi des Visigoths, qui devient son gendre. Il marie Ostrogoth, son autre fille, avec Sigismond, le fils du roi des Burgondes, bouclé. Il demande à Clovis la main de sa sœur, Alboclède, qui va devenir arienne et qui part à Ravenne, dans les marais de Ravenne. Clovis ne peut pas dire non, il n'est pas assez puissant pour ça. Et puis il marie même une autre fille, Amalafred, avec le roi des Vandales, Thrasamund, roi des Vandales qui est en Afrique. Donc en fait, la toile est tissée. Clovis sait que malgré sa victoire contre Syagrius, c'est fini. Rémi est très sensible à un geste que Clovis a fait. Quand les Francs gagnent une bataille, la coutume pour les Francs, c'est la picorée, la pillerie. Elle est légale, elle est coutumière. On pille pendant un quartier de lune. Donc ils ont pillé consciencieusement et avec une grande honnêteté, ils ont tout pris. Et notamment un calice qui appartenait à l'évêque de Reims. On dit le vase de Soissons, en fait c'est le vase de l'évêque de Reims. Et l'archevêque, l'évêque de Soissons, Principus, qui est le frère de Rémi, vient voir Clovis et lui dit si jamais vous ne rendez pas le vase, ça va très mal se passer.
là vous avez l'occasion de faire un geste. Et Clovis dit, oui, mais moi je suis obligé de respecter mes coutumes, sinon mes hommes vont m'abattre. On est aussi vite hissé que déchu chez les Francs. Et donc il va, je passe les détails, il raconte ça dans mon livre, parce que j'ai retrouvé tous les documents, c'est très extraordinaire, parce que Clovis se dit, il y a 2 règles pour le roi des Francs. La première, on respecte la coutume, donc c'est le tirage au sort, donc si j'ai pas le vase au tirage au sort, je n'aurai pas le vase. Et la deuxième règle, c'est le droit de vie et de mort sur ces hommes. Et là, il voit arriver au moment du tirage au sort un gars plutôt rappelé, regard trouble, mal rasé, pour vous donner, je sais pas, me fait penser un peu à Castaner. Un gars pas fiable, quoi, vous voyez. Et qui dit tu n'auras pas le vase, etc. Enfin, vous savez comment l'histoire se termine, je passe. Et donc, Avitus, écoutez, les évêques de l'époque, c'était des vrais politiques au sens fort du terme. Avitus dit à Rémi, de toute façon, le petit roi de Tournai, avec tous ses mariages, il est tout seul. Il est tout seul, il est un roi païen, il est tout seul. Il n'a aucun point d'appui. Alors, Rémi dit, alors, moi, je suis évêque de Vienne, je connais très bien la famille de Gondebaud, et Gondebaud a assassiné son dernier frère, enfin non, pas le dernier, justement, l'avant-dernier, mais Godé-Gisil, le dernier, il est parti en exil à Genève, il a emmené les 2 nièces, une qui s'appelle Cédéléba, qui va devenir Crona, qui va rentrer au couvent de désespoir, et l'autre, petite jeune princesse, très belle, regard de braise, avec un voile de tristesse cendrée. Alors, elle est dans les alpages, là-bas à Genève, elle ne redescend pas, elle ne veut plus voir personne. Elle a assisté à l'assassinat de sa mère avec une fagotaille dans une mare, épouvantable. Et Rémi dit, il faut aller la chercher, hein. On va en avoir besoin. Elle est catholique, parce que sa mère, Carétaine, était catholique. Gondebaud n'a rien dit, bon. Finalement, ils vont la chercher, et elle dit, moi, un franc, un barbare, païen, votant, jamais. Ah non, votant, c'est impossible. Donc il négocie, l'évêque, il négocie, il dit d'accord, votant, mais bon, mais d'abord Saint Paul a dit, la femme fidèle rachète l'homme infidèle. Ah bon, et du coup, oui, ça passe. Et ensuite, la progéniture sera baptisée du baptême de Nicée, concile de Nicée 325. Elle dit, ah bon, il est d'accord là-dessus? Oui. Donc, ça sera un mariage civil Moret-Germanico. Voilà. On trouve un accord, et coup de bol, quand ils se voient, ils sont foudroyés l'un par l'autre. Elle est plus intelligente que lui, mais lui, il n'est pas bête. Et ils savent, alors, lui il dit le miel de la terre, et elle dit non, le sel de la terre. Bon, ils s'engueulent, quoi. Bon. Mais, alors, surtout que vous allez comprendre quelque chose de très important. C'est que lui, en fait, il dit votre histoire de Trinité, c'est pas crédible. Deuxièmement, un Dieu qui se fait crucifier, votre truc victimaire, là, ça marche pas pour nous, les Francs, parce que nous, pour nous, un Dieu, c'est la puissance. Voilà. D'ailleurs, Ségrius, il était romain, voilà. Donc il a perdu. Nous, on gagne. Et pour nous, un Dieu, c'est peut pas être un Dieu de pauvreté, ça peut pas être, c'est pas possible. Un Dieu qui accepte de se crucifier sur 4 planches, c'est pas possible. Donc, en fait, il faut que vous compreniez que
moi je suis plus proche des Ariens que des chrétiens de Nicée. Pourquoi? Parce que avec les Ariens, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Christ est un homme. Ben, nous, ça nous va mieux. Ok? Voilà. Donc, discussion sans fin. Après le mariage, Tolbiac. En fait, Clovis porte au secours de son oncle, Sigebert, qui est victime d'un mal incurable, le feu persique. Les chairs se détachent des os, il est couvert de pustules, il ne peut plus porter sa spata. Clovis est au milieu de la mêlée, ça se passe très mal, et là, il appelle Wotan, qui ne répond pas. Clotilde lui avait dit, c'est normal qu'il ne réponde pas, il n'existe pas. Et donc là, il fait ce qu'on appellerait, dans une collectivité, un appel d'offres. C'est-à-dire, il appelle d'abord Wotan une dernière fois, et comme Wotan ne répond pas, il appelle le dieu de Clotilde et dit, si jamais vous faites que l'autre n'arrive pas à faire, ben à ce moment-là, j'envisage une solution. D'aller à Reims. Et donc ça marche, effectivement. Et il est sauvé d'une situation incroyable. Et donc il décide de dire à Clotilde, bon, ben écoutez, moi je fais ce que vous voulez. Coup de génie de Clotilde, que l'historiographie récente montre. Parce que Tolbiac, l'histoire du marchandage, un dieu guerrier qui dit à un roi guerrier, selon la formule de Constantin, je te donnerai la victoire si tu te convertis, c'est quelque chose qui est très dérangeant en fait, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je pense que Clovis a été troublé par sa victoire, mais ça n'a pas suffi. Ce qui a tout fait basculer, et qu'on trouve dans une lettre de l'évêque Nicésius à la petite fille de Clotilde, cette lettre qui est passée inaperçue pendant 1500 ans, qui est magnifique. Il dit, il est tombé à genoux sur le seuil de Monseigneur Martin. Elle l'a emmené pour la fête de Martin. Et il a vu de ses yeux vus, écoutez bien, des miracles. Il a vu un énergumène allongé de tout son long sur le cercueil qui grattait le marbre avec sa main, et qui se levait en criant « Martin, Martin, tu m'as guéri ». Il a vu une femme qui était guidée par un enfant, elle était couverte d'ulcères, elle est allée au cierge du ciborium, elle a pris, elle s'est brûlé les doigts, elle a enduit d'huile ses yeux, et tout à coup elle a ouvert les yeux, elle a pris son enfant dans ses bras en criant « Ah, comme tu as grandi !» Et donc Clovis est bouleversé par ça. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais alors, ce pauvre des pauvres qui dormait sur un lit de fagot, qui se nourrissait de pain trempé, il y a quelque chose de christique, et il est puissant, les virtutes, il fait des miracles, il ressuscite des... Enfin, donc alors, Clotilde a raison, Rémi aussi, il peut y avoir ainsi une harmonie entre l'infiniment faible et l'infiniment puissant, ce que je n'avais jamais envisagé. Et puis plus que ça, il regarde la capa, au-dessus du ciborium, puisqu'il en reste la moitié, la capa, le manteau. Et il est touché par cette idée d'un pauvre soldat qui donne tout ce qu'il a, finalement, tout ce qu'il a le droit de donner. Et naît en lui l'idée de se configurer à ce pauvre-là. Il a envie de devenir un roi de pauvreté. Et non pas un roi de puissance. Non pas le roi des riches, mais le roi des pauvres, le roi du peuple, en fait. Et c'est de là que naît la royauté du peuple. Tant que la royauté a été la royauté du peuple, la monarchie fut légitime. Le jour où le roi devient le premier des gentilshommes, la monarchie est morte. Donc Clovis, là où les clartés discoureuses des articles de la foi n'avaient pas une prise sur lui, c'est le côté esthétique byzantin, charnel, les encens du monde entier, cette longue file d'estropiés, d'aveugles, de sourds, qui viennent chercher auprès de Martin la guérison, ça l'a touché. Et à partir de cet instant, tout change. Il décide
de combattre les Ariens. C'est plus les barbares, c'est plus seulement les barbares, c'est les Ariens, c'est-à-dire les Visigoths. Et sous l'impulsion d'Avitus, il décide de franchir la Loire après son séjour à Tours, juste après, et près de Poitiers à Gouillé, il va vaincre donc Alaric et les Ariens. Et juste après sa victoire, Avitus lui écrit une lettre dont une phrase est restée longtemps mystérieuse, alors qu'elle trouve son explication dans le fil conducteur de toute cette histoire. Avitus dit « Votre foi est notre victoire ». Votre foi est notre victoire, ça veut dire, en fait, si vous n'aviez pas vaincu les Ariens, la Romagna serait devenue la Gothia. Et c'est en cela que le baptême, comme le dit très bien Michel de Légère, le baptême, dans un numéro d'ailleurs de Renaissance catholique qui était magnifique, sur Clovis, que vous avez fait il y a quelques années, ceux qui disent que le baptême de Clovis, c'est que le baptême de Clovis, sont des imposteurs, parce qu'ils feignent de ne pas voir que la France était arienne, en fait. Et qu'il y avait très peu de chances que l'Église catholique survive à tous ces événements, puisque l'Empire était mort. Le coup de génie des évêques a été le suivant. Écoutez ce que dit Rémy. Il dit, nous avons deux solutions. Il dit ça à Avitus. Ou bien nous nous attachons au cadavre de l'Empire, et nous serons emportés avec lui. Ou bien nous allons vers un des barbares, nous le convertissons, il combat les Ariens, il devient victorieux, et il impose la religion de Nicée sur toutes les Gaules. C'est ce qui vient de se passer à Bouillé en 507. À partir de cet instant, la date est prévue, 508, le baptême, 25 décembre, 24 décembre, la nuit de Noël. La cérémonie, vous la connaissez. À partir de cet instant, Clovis devient le roi fondateur. Il fonde Paris, Lutèce devient Paris. Il décide de faire un concile pour bien préciser la distinction du temporel et du spirituel. C'est un génie politique. Et troisièmement, il adapte la loi salique au droit romain. Pourquoi doit-on penser que Clovis est le roi fondateur? D'abord, je l'ai dit et je le répète, parce que sans lui, c'est la Gothia qui aurait succédé à la Romagna. Ensuite et surtout, parce que c'est lui qui, par ses victoires, combine les territoires qui deviendront la France. Sirius, Soissons, Tolbiac, Bouillé, la France. Mais plus encore parce qu'il est le grand passeur de la Romagna. C'est un conquérant qui se laisse conquérir par sa conquête. C'est-à-dire qu'il comprend que entre le Barbaricum et la Romagna, il y a la différence entre le rien et la civilisation. Enfin, le rien, j'exagère. Parce que chez les Francs, on respecte la famille, on respecte la tribu, on respecte le serment. Il y a des valeurs. On voudrait bien les avoir aujourd'hui. On respecte la vie, pas l'autre. Mais la civilisation romaine est beaucoup plus sophistiquée, et c'est lui qui va défendre la civilisation romaine. Clovis n'aurait pas existé sans Rémy, Geneviève et Clotilde. Ce sont les trois personnages qui l'ont construit, qui l'ont guidé. Et à la fin de mon livre, j'ai retrouvé, là encore grâce à des historiens comme Michel de Légère, qui connaît cette histoire magnifiquement, qui a écrit un livre définitif qui s'appelle Les Derniers Jours, sur la fin de Rome. Le testament de Clovis à ses enfants. En fait, Clovis s'est marié une première fois
il a eu un fils qui s'appelait Théodoric. Sa femme est morte, Théodéchilde. Et là, c'est à ce moment-là que les évêques sont arrivés et lui ont présenté Clotilde. En écrivant ce livre, en fait, en commençant d'écrire ce livre à la première personne, pour donner de la chair à Clovis, pour lui donner du relief, pour lui donner des sentiments, je suis tombé sur une histoire que je connaissais comme ça de l'extérieur, et notamment le dialogue entre Rémi et Clovis, où Rémi cite longuement Synésios de Cyrène. Synésios de Cyrène, c'est un évêque, un ambassadeur, l'ambassadeur de Cyrène, qui vient voir l'empereur de Constantinople en 399. Et il lui dit l'Empire est en grand danger. 399, c'est 7 ans avant 406 et 410. Sac de Rome et grandes invasions. 7 ans avant, il a tout compris, il a tout vu, et il explique ceci à l'évêque Rémi. Écoutez-moi bien, toute ressemblance avec la réalité d'aujourd'hui est pour nous fortuite. Il dit voilà, un peuple qui confie la garde de sa frontière, l'Imès, à des barbares, même s'ils sont doux et gentils, comme on dit, chez les sénateurs romains, c'est un peuple qui a perdu le sens commun. Tous les Romains ne parlent que de la Roma Invicta. Mais ils ne voient pas que la Roma Invicta, la Rome invincible, elle est derrière nous. Pourquoi? Parce que l'aristocratie sénatoriale romaine ne pense plus qu'à accroître son luxe, à agrandir ses hypocaustes et à rajouter une couche de porphyre sur ses baignoires. Elle est dans l'étourdissement. Entre le temps des morts et le temps des vivants, dans toutes les sociétés qui vont vers l'épuisement, il y a le temps des morts vivants. Nous y sommes. 399. Il ajoute, les sénateurs romains, l'aristocratie romaine, les possessores, les potentiores, tous ceux qui, les élites, n'ont qu'une idée en tête, c'est d'imposer un mot, l'hospitalitas, l'accueil de l'autre. L'hospitalitas. Alors au nom de l'hospitalitas, on requiert des logements et des terres. Mais il y a plus fort que ça. Maintenant, il y a des barbares qu'on a installés sur des bouts de territoire romain. On les appelle comment? Des colons. Donc il y a des colonies. Voilà. Et on est content. Pour faire les travaux de Rome de nettoyage, on va chercher des barbares et on ne les paye pas cher parce que ça fait baisser le coût de la main-d'œuvre. Pareil pour les portefaix. Ça fait baisser le coût de la main-d'œuvre. Et d'ailleurs, ces barbares s'engagent comme esclaves. Et Synésios de Cyrène dit, ils sont de plus en plus nombreux, si un jour ils se coalisent, mais non, ils sont pacifiques, ils sont très gentils, ce sont des bons barbares. D'ailleurs, ils sont à rien. Le dialogue. Donc, l'hospitalitas, le limes, les colonies. Et Synésios ajoute, vous ne voyez pas la dégradation de la situation, la désagrégation, vous ne voyez pas l'effondrement des mœurs, l'infanticide, l'avortement, la stérilité démographique. Rome ne fait plus d'enfants, les barbares en font. Vous ne voyez pas qu'à Ravenne, les hommes dans la rue se déhanchent mieux que des femmes avec des rubans dans les cheveux et qu'on n'a pas le droit de sourire. Bref, il termine en disant ceci que je vous livre en conclusion. Toutes les sociétés sont soumises à la même loi.
quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être, et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue étrangère, alors elles se démolissent de leurs propres mains. Lisez Clovis, c'est un Clovis pour notre temps.